Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler de plein de choses aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité, on va parler d'un sujet de fond, la chaîne de valeur des semi-conducteurs, pour un petit peu expliquer des choses qui sont incomprises par rapport aux semi-conducteurs, aux entreprises de la tech, tout ça. Puis on va réagir sur des tweets comme d'habitude. D'abord, commençons par le commencement, le Fear and Greed Index. C'est l'indice de la peur. On le contrôle avec des ratios put-call, c'est des options, des produits dérivés qui nous permettent un petit peu de mesurer l'optimisme ou le pessimisme des investisseurs. C'est des produits dérivés qui permettent de parier ou de parier sur la hausse ou sur la baisse. Donc le ratio quand il est inférieur à 1, ça veut dire quand on n'aime pas la situation, qu'on a peur, quand il est supérieur à 1, c'est que les gens sont cupides et qu'ils sont très optimistes sur les marchés. Donc 2, ça veut dire qu'il y a des hedge funds qui ont suivi le plus gros appel de marge depuis la crise du Covid 2020. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un appel de marge? Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez que vous avez 1000 euros sur un broker sérieux, 1000 euros. Vous avez 1000 euros, vous investissez ces 1000 euros, vous achetez 8 actions Google. Parfait. Vous êtes très très bullish, vous êtes très très optimiste sur la situation de Google et vous pensez que Google va monter. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, écoutez, monsieur le broker, moi j'ai 1000 euros chez vous, je la mets en gage, je veux que vous m'empruntiez de l'argent. Le broker va étudier les actifs que vous mettez en gage, que vous hypothéquez, selon la nature de l'actif, la qualité de l'actif et de sa notation, et s'il peut faire faillite ou pas, tout ça, il va vous prêter un pourcentage de la valeur liquidative du portefeuille. La valeur liquidative, c'est combien il vaut maintenant. Donc, vous venez d'acheter 8 actions à Google disant 1000 euros. Lui, il considère que la valeur liquidative, c'est 1000. Donc, je vous donne 50%. 50%, c'est sûrement moins, mais c'est pour l'exemple. Je vous donne 50%. Qu'est-ce qui va se passer? 50%, vous allez les prendre. Vous allez prendre 500 euros en cash. Vous avez 8 actions et 500 euros en cash. Et une dette de 500 euros. Cette dette de 500 euros, vous pouvez ne jamais la rembourser tant que vous remboursez les intérêts chaque mois. Et tant que la valeur liquidative du portefeuille est supérieure deux fois à ce qu'il vous a prêté. Donc pour lui, tant que son hypothèque sur vos actifs est 2 fois plus grande, tranquille. Ça se passe très bien. Donc vous prenez les 500, vous achetez 4 actions Google avec, tranquille, vous avez 12 actions pour 1000 euros. Très bien. Donc supposons l'action Google, elle vaut 140 $, et boum, 240 $. Au lieu de gagner 100 $ par action sur les 8, vous allez gagner 100 $ par action sur les 12. Et vous allez rembourser la marge, vous allez rembourser la petite dette et vous allez garder le pactole pour vous. C'est très bien. Par contre, imaginons que le marché baisse, et baisse très fortement. Supposons, bim, 20% de baisse, 1000 euros deviennent 800 euros. Donc la valeur liquidative de votre portefeuille n'est non plus de 1000, mais de 800 euros. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le broker va vous dire, monsieur, moi je vous ai prêté 500, mais 2 fois 500, ça fait pas 1000, ça fait pas 800, ça fait 1000. Donc là, je ne peux vous prêter que 400. Donc là, vous devez me rembourser 100 maintenant. Donc soit, toi, l'investisseur, tu remets au pot 100 euros, soit tu lui dis je peux pas. Dans ce cas-là, il coupe tes lignes, il fait des ventes forcées sur ton compte pour rembourser les 100. Ce qui provoque des ventes forcées et des liquidations. Des liquidations de portefeuille si tu es vraiment à la marge à fond et si tu crashes comme pas possible, ou soit des liquidations partielles si c'est juste une petite baisse et qu'il y a une petite différence. Donc, dans ce cas-là, ce hedge fund a eu un des plus gros appels de marge depuis 2020. Et c'est sûrement ce qui explique la liquidation forcée de plusieurs portefeuilles, ce qui a accentué la baisse de jeudi et de vendredi. On a eu des grosses baisses parce que les appels de marge à gogo, tout le monde est forcé de vendre, ça vend dans tous les sens sans considérer le prix, et puis on a un bain sanglant sur les marchés. Donc, mis à part tout ça, je vous ai mis aussi un graphique qui représente l'index de la volatilité sur l'SP500, appelé le VIX, et un graphique du yen sur mars jusqu'en avril. Donc vous pouvez voir que le VIX évolue exactement comme le yen. Donc quand le yen augmente, la volatilité sur les indices occidentaux augmente. Ça confirme ce que je vous ai dit sur la vidéo précédente, le carry trade. Les gens empruntent en yen, investissent en dollars sur les entreprises technologiques. Quand le yen augmente, ils ont des appels de marge, ils sont forcés de vendre. Donc tout ça vient du yen selon moi. Puis on passe au sujet du jour du coup, les semi-conducteurs. Donc pour faire simple et résumé, on a plusieurs segments.
On a le segment des raw materials, les matériaux de base, le silicium, tout ça. On a les équipementiers qui produisent des équipements qui servent à produire les semi-conducteurs. On a les fonderies, les usines de production de semi-conducteurs. On a les designers concepteurs, ceux qui, avec des formules mathématiques et des conceptions par ordinateur, font la technologie, mais ne la créent pas en pas de hardware. C'est les fabless designers, Nvidia, AMD, Broadcom. Et puis, on a les entreprises intégrées, donc qui font tout toutes seules. Donc STM, l'entreprise française, Intel, Micron, Samsung et plein d'autres. Donc, je vous donne un exemple. Supposons, on prend une marque de téléphone. Nokia, par exemple. On prend Nokia. On aurait pu prendre Apple, mais là, Apple, c'est particulier. Nokia veut faire un téléphone. On a besoin de semi-conducteurs. Ok. Semi-conducteurs, ils vont passer une commande à Qualcomm, qui fait des microprocesseurs pour téléphone. Qualcomm, avec leur technologie, vont créer un design et ils vont commander le semi-conducteur à TSMC. Ils vont envoyer le design, TSMC, boum, imprime. TSMC livre Qualcomm, Qualcomm livre Nokia, Nokia assemble tout ça et vous le vend. Sauf que pour que TSMC fonctionne, il leur faut des grosses machines pour fabriquer et imprimer les semi-conducteurs qu'ils reçoivent en commande. Et ces machines-là, c'est les machines d'ASML par exemple. On a des entreprises comme KLA qui font un petit peu le côté industriel, la chaîne de production, les gains en productivité, les déperditions et la fiabilité du processus. Tout ça, c'est des entreprises comme KLA, on a ASM aussi. Donc, c'est des entreprises indépendantes, mais qui sont toutes dans le segment équipement. On a des entreprises, Apple, c'était le même cas de Nokia que j'ai donné. Avant, ils passaient par Qualcomm. Maintenant, ils commencent à faire le design eux-mêmes et ils font les commandes directement à TSMC. Là, c'est le résumé de ce que je viens de dire. Les équipementiers, puis les fonderies, les entreprises intégrées, puis les pure players et les concepteurs internes. Donc, pour iPhone, pour Apple, ça commence à devenir le cas. Pour Tesla, c'est pas le cas. Tesla, ils avaient créé un segment qui s'appelait Dojo pour créer des GPU pour les voitures autonomes, l'intelligence artificielle, tout ça. Sauf que vu qu'ils sont en retard, ils passent des commandes à Nvidia toujours. La seule façon de voir ça comme un défaut, c'est que les entreprises intégrées n'ont pas d'avantage concurrentiel sur une partie de la chaîne. Ils ont le côté fonderie à gérer, ils ont le côté design à gérer, ils ont le côté commande aux équipementiers à gérer. C'est très très difficile. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins valorisés en bourse. TSM Microelectronics prend cher, Intel prend cher, Micron est beaucoup mieux, mais prend cher aussi. Tout le monde prend cher parce que trop de choses à gérer. Surtout que ces entreprises sont cycliques. Donc quand ça ne va pas bien, ils ont moins de commandes, ils ont moins de choses à délivrer, donc pas beaucoup de chiffre d'affaires. Ils ont quand même les dépenses d'infrastructure pour que les usines restent opérationnelles, pour que la chaîne de production reste stable et en bon état. Donc, ce qui fait diminuer leur marge, ce qui fait écrouler leurs bénéfices et ce qui fait écrouler le cours de bourse. Quand ça va bien, tout va bien, mais quand ça va mal, ça va très mal. Ce qui n'est pas forcément le cas pour ces entreprises. Ces entreprises ont une cyclicité du bénéfice net, pas du flux de trésorerie. Parce qu'elles ont des commandes et puis elles fluctuent en fonction de combien elles délivrent chaque année. Elles n'ont pas de coût d'infrastructure à gérer. Donc, soit elles gagnent beaucoup, soit elles gagnent moins, mais elles ne perdent pas. Et bien sûr, ça dépend du cycle. Donc Nvidia, AMD sont très positionnés data center. Broadcom un petit peu aussi avec le côté télécom. Qualcomm, c'est sur le marché des téléphones. TSMC, c'est l'automobile. Et puis TSMC reçoivent des commandes de tout le monde. Là, c'est un graphique qui explique un petit peu les valorisations. Donc, je ne sais pas si vous vous y connaissez en valorisation boursière. Si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire, je vous expliquerai. Mais déjà, je vous explique la base. La base, c'est le Price to Earning, le PE. Le PE, c'est la division du price, capitalisation boursière, par le earning, le bénéfice net. Ça nous donne un chiffre. Et ce chiffre veut juste dire combien d'années de bénéfice net il nous faut pour avoir la capitalisation boursière, pour rembourser ce qu'on a mis. Parfois, ça peut être très élevé, parfois, ça peut être moins élevé. Quand vous, si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo pour ça, mais quand le PE est très bas, ça montre soit que c'est sous-évalué, que les gens ne s'intéressent pas à l'action, qui sont prêts à mettre moins de bénéfices, à valoriser moins de bénéfices pour acheter l'entreprise, soit que l'entreprise est cyclique. On n'a même pas la certitude d'avoir le même bénéfice net l'année prochaine.
Quand c'est très élevé, ça montre soit une surévaluation, les gens achètent massivement, ils s'en foutent du prix, ils veulent juste avoir l'entreprise, soit ça explique une forte croissance. Par exemple, si on a 1 million de bénéfices nets aujourd'hui, dans 5 ans, ça sera x5, donc 5 millions. Donc le multiple qu'on paye ici n'est pas le vrai multiple, parce qu'il va être plutôt divisé par 5 dans 5 ans. Donc plutôt inférieur à 10, par exemple, pour rien. Mais il faut être sûr d'avoir une croissance, donc, avoir de la visibilité. Donc ça s'explique par plein de choses. Moi, pour me positionner sur les semi-conducteurs, j'approche tout ça de la façon suivante. Je me dis, je ne veux pas être dans une entreprise cyclique, donc quelque chose qui ne subit pas les cycles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, les semi-conducteurs, c'est comme le pétrole, on en a besoin tout le temps. Pour faire des machines à laver, pour faire des grille-pains, pour faire des voitures, pour faire des climatiseurs, pour faire des data centers, pour faire des ordi, des téléphones, on a tout le temps besoin de semi-conducteurs. Sauf que il y a plusieurs entreprises dans tous ces secteurs, et chaque entreprise produit sur ce secteur est confrontée à la cyclicité du secteur. Quand l'automobile va mal, STM va mal. Quand les data centers vont bien, Nvidia et AMD vont bien. Mais quand ça ira mal sur les data centers, elles iront mal. En fait, nous, on a besoin d'être positionnés sur le secteur ou sur le côté qui subit le moins de cyclicité. En fait, c'est qui subit le moins de cyclicité? C'est TSMC. Et en amont. Pourquoi TSMC est amont? Parce que quand ça va moins bien en automobile, TSMC reçoit toujours des commandes de la part d'Nvidia, tout ça. Quand ça ira mal et que l'automobile repartira, TSMC aura toujours les commandes de la part des designers automobiles. Bon, TSMC, ils ont une fonderie eux-mêmes, mais TSMC auront toujours des commandes, que ce soit du secteur automobile, que ce soit du secteur data center, que ce soit du secteur téléphone. Il y aura toujours un secteur pour compenser la cyclicité de l'autre. Sauf que deuxième question, enfin, on a déjà répondu à la cyclicité, donc TSMC et plus. Sauf que moi, je ne veux pas d'entreprise CAPEX heavy, c'est-à-dire qui ont beaucoup de charges opérationnelles pour maintenir les infrastructures. TSMC, ils ont des usines énormes, donc ils doivent maintenir les infrastructures. Donc, ils n'auront pas beaucoup de marge, même s'ils seront moins cycliques que les autres. Donc moi, je me positionnerai en amont. ASML, KLA, tout ça, c'est des entreprises qui ne produisent pas des semi-conducteurs directement. Elles ont de la production ponctuelle de machines selon un carnet d'ordre. Donc, moins de coûts opérationnels, moins de capex, beaucoup plus de visibilité sur la croissance, beaucoup plus de visibilité sur le long terme, et pas de facto des marges plus élevées, des flux de trésorerie plus élevés, et des meilleures marges pour redonner aux actionnaires. Donc moi, je me positionne plutôt là, et ma favorite, c'est ASML en fait. Donc j'espère que vous avez bien compris comment se situe la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par commentaire. On va réagir sur quelques tweets. Donc là, vous connaissez ce mème. Normalement, un côté est sombre, un côté est beau. Sauf que là, les deux côtés sont beaux, et c'est ce que nous dit Nicolas Chéran. C'est comme ça que devrait voir le monde un investisseur long terme. Quand ça va mal, quand les bourses chutent, il doit être content parce qu'il va pouvoir investir à bas prix, avoir des meilleurs coûts. Quand les bourses montent, il est content, son capital s'apprécie, il peut le vendre, passer à autre chose, profiter du capital. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus technique. On a un lingot d'or qui tient l'économie globale. Alors, ça explique quoi? Alors, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que le plan de Trump était de faire transiter les capitaux du secteur des actifs marchés vers les actifs obligataires pour acheter la dette US, pour faire baisser les taux des actifs obligations. Une fois que tout le monde aura acheté des obligations, les taux de rendement baisseront, ce qui forcera la Banque centrale à baisser les taux, donc refinancer la dette, redonner du pouvoir d'achat, etc. Sauf que pour l'instant, il y a un actif qui n'a pas baissé. Les actions ont baissé, les cryptos ont un petit peu baissé, il y a un actif qui n'a pas baissé. C'est l'or. L'or n'a pas baissé depuis 2 ans, il fait que monter. Donc, l'or est une valeur refuge. On stocke de la valeur ici. Quand on a vraiment peur, on passe aux obligations. Quand on est optimiste par rapport à la croissance de l'économie, on passe aux actions, aux entreprises, à l'économie réelle. Pour l'instant, l'or est encore là, encore au milieu. Il n'a pas choisi. Par contre, quand l'or commencera à baisser fortement, ça ira vers les obligations. Si l'or aussi va vers les obligations, on aura une capitulation et tous les actifs baisseront pour le profit de l'obligation d'État américaine. Ce qui va faire automatiquement baisser les taux d'intérêt et la Banque centrale ne va pas tarder à suivre. Donc, récession, récession, récession. Pour l'instant, on le retient. Donc, pas de capitulation encore. Donc, pour l'instant, il faut voir comment l'or réagit.
Et à la fin, donc je sais pas si je l'ai expliqué en début de vidéo, mais pour ceux qui s'y connaissent en physique, le point d'équilibre est soit stable, soit instable. Donc quand on touche un actif, il y a deux sortes d'actifs, les actifs fragiles et les actifs antifragiles. Les actifs fragiles sont sur un point d'équilibre instable. Quand on les touche, ça diverge. Sur d'autres actifs qu'on appelle actifs antifragiles, c'est des points d'équilibre stables, c'est-à-dire on les touche, ça bouge et ça revient au milieu. Donc le yen, il est en train de faire la fête pendant que le monde est dans le chaos. Ça explique très bien l'antifragilité du yen. Si vous aviez par exemple une poche cash en yen et une poche action, la poche action s'effondre, la poche yen explose à la hausse. Donc j'ai fait le tour, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris la chaîne de valeur des semi-conducteurs. N'hésitez pas à liker, commenter, et si vous avez des questions ou si vous avez besoin que je réexplique un concept, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Allez, merci beaucoup, bonne journée à vous et bon week-end.